Bonsoir à tous. Nous ne parlons pas d'une simple inauguration, mais d'un coup de maître économique du Mali. Il y a moins d'un an, on célébrait Goulamina. Ce lundi 3 novembre 2025, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, remet le couvert. Cette fois pour les mines de lithium de Bougouni SA, la deuxième mine de lithium du pays. Alors que le contexte sécuritaire et géopolitique pourrait faire trembler n'importe qui, les autorités de la transition maintiennent le cap. Celui d'une souveraineté économique renforcée. C'est le lithium, l'or blanc de la transition énergétique mondiale, qui devient par la même occasion l'un des piliers de cette ambition. La question que nous allons d'ailleurs nous poser ce soir est celle de savoir, ce deuxième projet qui promet plus de 230 milliards de francs CFA de retombées pour le Mali, est-il la preuve que Bamako est en train de transformer ses défis en levier de croissance? Élément de réponse à suivre dans un instant. Du côté de la Guinée, la transition vient de prendre un virage que beaucoup attendaient, mais qui, maintenant qu'il est officiel, définit l'échiquier politique. Le président Mamadi Doumbouya a finalement mis fin au suspense. Après des mois d'appels, de murmures et de pression populaire, il a officiellement déposé sa candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. La Guinée, en pleine refondation depuis le coup d'état militaire de 2021, bascule dans une nouvelle phase qui s'annonce décisive. Le paysage politique est plus que jamais profondément remodelé. Du moins, quels sont les soutiens du président de la transition? Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'en parler dans quelques instants. Et surtout, qu'est-ce que cette candidature signifie concrètement pour l'avenir démocratique du pays? Voilà les principales articulations de cette autre émission du Point sur l'actualité, édition du 4 novembre 2025. Bonsoir, pas de plus. Le Mali a franchi une nouvelle étape décisive dans sa quête de souveraineté économique et surtout de valorisation de ses ressources naturelles. Nous aurons l'occasion de savoir en quoi précisément dans quelques instants. Aux côtés bien sûr de nos invités, nous dirons également un mot en thématique d'accueil sur cette candidature du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, officiellement candidat à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Le dossier de candidature a été déposé il y a quelques heures du côté de la Guinée. Nous aurons l'occasion à cet effet de recevoir Lance Goïvogui, notre confrère journaliste guinéen. Il donnera son ressenti sur cette candidature en question. Au moment où, bien sûr, certaines critiques fusent de toutes parts, on parle surtout de cette caution jugée exorbitante, 900 millions de francs guinéens avancés pour tout Guinéen souhaitant bien sûr être candidat à cette élection présidentielle. D'autres pointe également du doigt l'exclusion des principales formations politiques. On pense notamment à la formation politique de l'ancien président, celui d'ailleurs qui a été renversé en 2021. Nous avons l'occasion également de parler d'une formation politique, en particulier celle d'un ancien premier ministre, également écarté de la course à la présidentielle. Alors, dans un tel contexte, que représente, du moins que signifie cette candidature du président Mamadi Doumbouya? Quel bilan pouvons-nous dresser justement de cette transition qui tire progressivement à sa fin? Mais pour en parler, ils seront 4, je le disais, à l'entame de l'émission, du côté de la Guinée. Retrouvez Lance Goïvogui dans quelques instants. Du côté de Londres, j'espère que Sylvain est déjà installé. Sylvain, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue sur For You Media Africa. Bonsoir, M. Nguéné, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à toute l'Afrique. Je suis encore heureux d'être avec vous ce soir. Nous le sommes tous d'ailleurs, Sylvain, très contents et heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. André Kistelfanga est également avec nous. Bonsoir DP. Monsieur Nguéné, bonsoir. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Bonsoir à mon ami Sylvain de Bogou. Bonsoir à tous les Camerounais et les Africains partout dans le monde. Et merci, n'est-ce pas, de rester des républicains. Parce qu'aujourd'hui, on nous a fait croire que non, l'anarchie pouvait prendre le dessus sur la République. Mais les Camerounais ont prouvé que l'anarchie ne prendra jamais le dessus sur, n'est-ce pas, les comportements nationalistes, patriotiques et
et souverainiste que nous prenons. Merci pour ces Camerounais-là qui ont obéi, n'est-ce pas, à ouvrir les boutiques et tout le reste là. Ils n'ont pas suivi le mot d'ordre de Villemorte. De Villemorte, et donc qui va que normalement à leurs occupations. Ça, il faut s'en féliciter que sur tout le territoire camerounais, ça marche. Et le Cameroun tourne, le Cameroun est debout. C'est la dernière ligne droite. André Christelle Fanga, le processus électoral prendra fin jeudi prochain avec la prestation de serment du chef de l'État, du président réélu de la République du Cameroun. Alors, quels sont les enseignements qu'il faut tirer à 48 heures de la fin de ce processus électoral qui aura tenu? Mais alors, il faut le dire, et c'est être honnête, qui aura tenu tout le monde en haleine et qui aura marqué particulièrement la vie politique du Cameroun. Mais écoutez, M. Nguéné, c'est une élection que nous devons tirer beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons surtout pour nous, les jeunes, n'est-ce pas, qui aspirons, n'est-ce pas, à certaines positions dans la société, ou bien qui avons mot à dire, n'est-ce pas, à nos frères et sœurs. C'est une élection qui a prouvé que les Camerounais, dans leur large majorité, veulent premièrement le changement. Je dis bien dans leur large majorité veulent le changement, mais le changement ne peut pas s'opérer avec des vieilles outres. Et les Saintes Écritures disent que on ne met pas, n'est-ce pas, du vin nouveau dans de vieilles outres. Et c'est justement pour ça que le changement a été stoppé. Et donc, mais nous savons tous que dans les aspirations, n'est-ce pas, de tous les Camerounais de tous bords, c'est qu'on veut quelque chose de nouveau, on aspire à quelque chose, à une nouvelle aventure avec de nouveaux hommes. Mais, faute, n'est-ce pas, de ces nouveaux hommes, la continuité a repris, n'est-ce pas, le poids de la bête. Et nous sommes aujourd'hui contents de comprendre que les Camerounais, malgré l'affrontement, n'est-ce pas, des idées, l'affrontement, n'est-ce pas, des idéologies, de la compréhension de certaines choses, de certains défis, mais les Camerounais sont restés au-dessus, n'est-ce pas, de ces provocations, de ces choses qui voulaient en fait embraser le Cameroun avec un plan bien défini. Parce que ce plan-là, quand nous regardons, les entreprises qui ont subi des dommages et intérêts, ce ne sont que des entreprises camerounaises, la plupart des temps, alors que nous savons tous que nous avons passé le temps à éclairer la lanterne des Africains ou bien des Camerounais sur nos vrais adversaires, n'est-ce pas, les vrais adversaires du Cameroun qui ne veulent pas que le Cameroun décolle, qui ne veulent pas la vraie émergence du Cameroun avec la corruption. Nous avons pris les cas de Bolloré, nous avons pris les cas, n'est-ce pas, des entreprises françaises. D'ailleurs même, vous voyez que la connexion, n'est-ce pas, aujourd'hui est une merde. Aujourd'hui, depuis un certain temps. Mais personne n'a vu que voilà les vrais problèmes où il faut s'attaquer. Mais on est allé s'attaquer aux petites boutiques, aux magasins des Camerounais et qui font freiner, n'est-ce pas, l'économie. Tout ça par manque d'information. Et donc, je pense qu'il faut véritablement que le travail que vous avez commencé, M. Nguéné, de sensibilisation, de communication, d'éducation de masse, doit continuer pour que les Camerounais puissent savoir où se trouve leur problème, leur véritable problème, et pour qu'ils ne s'attaquent plus aux autres. Donc, c'est une élection qui prouve que non. Il y a des politiciens qui ne peuvent pas se mettre ensemble, et surtout des jeunes, parce que leurs intérêts particuliers ne permettent pas, n'est-ce pas, de se mettre ensemble pour un objectif commun, pour atteindre les objectifs des aspirations de toute la jeunesse camerounaise. Il y a des vieux qui ne veulent pas lâcher du Lex parce que ils ont pris en otage, n'est-ce pas, des générations et ils ne veulent pas partir, ils veulent confisquer le pouvoir et continuer à bénéficier de ce pouvoir-là. Donc, c'est des leçons que nous avons tirées, nous, et qu'on va continuer à travailler dessus et pour dire que dans les prochains mois, parce que les élections, d'autres élections législatives et municipales arrivent, alors là, il faudra corriger, n'est-ce pas, tout ce que nous avons remarqué pour que demain, ça ne puisse plus se reproduire. Merci à vous, André Christelle Fanga. Patient Parfendon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Nguéné, bonsoir à mon ami Sylvain de Bougou, bonsoir à André Christelle Fanga, bonsoir à nos techniciens, bonsoir à nos millions de téléspectateurs et notre vaillante diaspora. Il y a un vocable ou bien un nouveau concept que les gens partagent à tort à travers dans les médias, c'est des républicains. Oui. Alors, je ne sais pas en quoi on est républicain quand on passe le temps à bourrer les urnes, à refuser la vérité des urnes,
à organiser les élections qui sont extrêmement coûteuses et à refuser que des gens exigent la vérité des urnes au point d'aller massacrer de pauvres enfants, de pauvres gens qui ne demandaient que la vérité des urnes. Si c'est ça être républicain, je crois que Doumbouya n'a pas de leçon à recevoir des panafricains que nous sommes. Voilà. Il faudra faire très attention en pensant que c'est quand c'est à l'extérieur, quand ça concerne Ouattara, ça concerne Doumbouya, là on retrouve les panafricains camerounais, mais quand il s'agit de notre pays, on commence à faire dans la langue de bois, on commence à raconter des choses qui n'ont aucun sens et qui sont hors sol par rapport à la réalité que nous tous, nous avons vécue. Il faut que les militants panafricains et camerounais se regardent vraiment dans le miroir et qu'ils arrêtent, n'est-ce pas, cette manière de ne pas voir la grosse poutre qu'il y a au niveau de notre œil, mais tout le temps de voir ce qui se passe ailleurs. Cela ne nous honore pas. Et moi, je continue de dire que je défendrai toujours la vérité et la justice partout en Afrique, surtout chez moi, au Cameroun, mon pays. Merci à vous, patient Parfendorme. Vous avez parfaitement raison, puisque nous parlerons de la Guinée. Nous revenons d'ailleurs sur ce dossier de candidature déposé par le président Mamadi Doumbouya. Il est arrivé en 2021 à l'issue justement d'un coup d'état militaire. Il s'est installé à la tête du CNRD. Aujourd'hui, au moment où le processus de transition s'achemine progressivement vers la fin, il a donc décidé de déposer sa tenue militaire pour arborer une tenue civile, pourquoi pas un costume de chef d'État. De toutes les façons, tous les signaux aujourd'hui sont au vert. Il s'agit d'une candidature qui pourrait remodeler bien sûr le paysage politique guinéen, d'autant plus qu'on sortirait définitivement de cette transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Vous êtes du côté de la Guinée, justement, Lance Goïvogui, vous êtes guinéen. Bonsoir et bienvenue. Alors, quelle est la signification de cette candidature de Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce qu'elle représente précisément pour vous en tant que Guinéen? Oui, après le dépôt de candidature du gérant Mamadi Doumbouya, vous savez qu'il y a des réactions qui pleuvent partout, hein, ainsi que des acteurs politiques et certains membres de la mouvance présidentielle. Alors pour être plus juste, je dirais que, vous savez, en Guinée, le mouvement politique guinéen est très complexe dans la mesure où il y a ce changement de mentalité désormais au sein de l'opinion, où pratiquement les principaux leaders ne sont plus dans le pays. Voilà, parce que tout simplement, dû à l'exil, même s'ils ont été demandés de se justifier par rapport à certains faits. Mais aujourd'hui, le constat révèle qu'il y a une majorité écrasante de la population qui a demandé quand même au chef de l'État de se porter candidat. Vous comprendrez déjà l'hésitation de ce côté-là, puisque c'est lors de la dernière journée que le chef de l'État a déposé sa candidature. Donc il y a une forte mobilisation de l'ensemble de la communauté guinéenne, de partout en Guinée. Cela aussi n'exclut pas, en tout cas, des contestations, mais il y a quand même une forte soutien de part d'autres demandant au chef de l'État, en tout cas, de se porter candidat pour les élections présidentielles. Alors là, par rapport à l'avenir, je saurais le définir, mais tout porte à croire que c'est vrai, il y a quand même ça, au sein de l'opinion, il y a quand même certains qui n'approuvent pas cette candidature, et de l'autre côté, il y a d'autres qui estiment que le général est pratiquement l'homme idéal pour conduire en tout cas les destinées de la Guinée pour les prochaines 5 années. L'homme idéal. Nous reviendrons vers vous dans quelques instants, relever justement certaines critiques qui sont néanmoins émises jusqu'ici sur ce processus électoral. Mais bien avant, Sylvain, vous avez écouté Lance. Mamadi Doumbouya ne fait que répondre aujourd'hui à l'appel de ses compatriotes ces derniers mois, voire du moins ces dernières années du côté de la Guinée. Il y a des mouvements qui ont vu le jour et qui soutiennent aujourd'hui, bien sûr, la dynamique de cette transition. La trouvez-vous justifier cette démarche au regard, bien sûr, de la trajectoire que cette transition a prise depuis le coup d'État de 2021? D'abord, je suis un peu surpris par notre frère de la Guinée dans son intervention qui parle de l'homme idéal. Parce que Mamadou Doumbouya, c'est qui
en déposant d'abord même sa candidature au dernier moment, il a appris sa leçon de son maître Alassane Dramane Ouattara, qui a opéré ainsi en Côte d'Ivoire, à qui, selon lui, sa base avait demandé de déposer sa candidature ou bien d'être candidat, mais qui, ma foi, a attendu les derniers moments et depuis la France a accepté d'être candidat aux élections. Mais Mamadou Doumbia, c'est qui? Mamadou Doumbia, il a fait partie de la Légion étrangère de la France, qui, ma foi, a tué un peu partout sur le continent africain, qui a tué des Ivoiriens en Côte d'Ivoire parce qu'il y était. Il a réellement tué en Côte d'Ivoire. Et donc, Mamadou Doumbia, aujourd'hui, qui vient être candidat, qui a chassé tout le monde, qui met des opposants en prison, qui fixe le prix de la participation à 900 millions de Guinées pour être candidat, il faut d'abord dire que c'est de la gabégie, parce que lui, en tant que général, s'il n'avait pas été président de la transition, je me demande où il allait avoir ces 900 millions pour déposer sa candidature. On sait comment il est arrivé au pouvoir. Il a été aidé par les Américains. Cela est connu de tous. Donc, Mamadou Doumbia, c'est en tout cas de Alassane Dramane Ouattara, bis dans cette zone de l'Afrique, qui va, avec Alassane Dramane Ouattara, les deux vont former la paix qui va déranger, en tout cas, tous ces pays indépendantistes de l'AES et de toute l'Afrique. C'est pour accueillir tout ce qui est nuisible à cette partie de l'Afrique et à toute l'Afrique. Donc pour nous, Mamadou Doumbia ne devait même pas être candidat, et si réellement il est l'homme idéal, il devait permettre à tout le monde d'être sur le terrain et en même temps ne pas fixer la somme qu'il faut payer à 900 millions avant d'être candidat, pour voir si réellement il est l'homme idéal. Mais nous voyons que la France, qui ne veut pas partir, est toujours dans nos reins, est toujours assise sur notre cou, et la deuxième corde qu'on veut prendre pour attacher toute l'Afrique, c'est encore Mamadou Doumbia, après Alassane Dramane Ouattara, qui vient de faire le forcing en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien, dont la victoire a été finalement validée ce mardi par le Conseil constitutionnel, s'appuyant justement sur les données de la commission électorale indépendante. Alors, vous faites bien justement de parler de cet aspect, puisque je parlais tout à l'heure de certaines réserves, de certaines critiques qui sont émises vis-à-vis de cette transition pour une partie de la classe politique, la caution fixé à 900 millions de francs guinéens est jugé trop élevé et limite la compétition démocratique. Il y a également certains qui évoquent jusqu'ici l'exclusion de certaines formations politiques de la course à la présidentielle. On pense notamment à l'UFDG de l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo. On n'est pas surpris. Il y a également la formation de l'ancien président, celui d'ailleurs qui a été déchu en 2010, qui a été exclu de la course à la présidentielle. Alors, Lance, que faut-il répondre aujourd'hui à ceux qui pointent particulièrement du doigt ces deux aspects, la caution jugée trop exorbitante et l'exclusion du jeu politique de ces deux poids lourds de l'opposition guinéenne? Alors, par rapport à la caution, je crois que c'est l'instance dirigeante des élections qui a quand même fixé cette caution-là. Et quand on évalue en dollars, on estime que c'est pratiquement 90 000 à 100 000 dollars par rapport à chaque candidat. C'est pour un peu limiter le nombre de candidatures, parce que vous vous souviendrez, la dernière élection en Guinée, on avait plus de 24 candidats en tête de liste pour les élections. Je crois que cette fois-ci, la politique était de non seulement diminuer un peu le nombre de candidatures et aussi de mesurer, en tout cas, combien de fois ces candidats-là peuvent tenir une élection présidentielle, parce que c'est ça aussi le problème, battre la campagne, donc mettre la caution. Après, derrière, si tu as les 5%, tu seras remboursé forcément de la somme. Aujourd'hui, l'opinion est divisée quand même par rapport à l'exclusion de certains teneurs politiques, mais tout porte à croire qu'aujourd'hui, ces hommes politiques ne sont pas du pays, ne sont pas quand même présents sur le territoire.
beaucoup sont reprochés de beaucoup de choses. Certains sont face à la justice, même s'ils n'ont pas voulu faire face à la justice. Et donc ça, déjà, ça ouvre la porte au chef de l'État de se porter candidat. Donc actuellement, l'opinion reste quand même divisée, comme je le dis, mais une écrasante majorité qui estime que le chef de l'État est bien parti pour être candidat. L'opinion reste divisée. On rappelle que la caution a effectivement été fixée à 900 millions de francs guinéens, soit 90 000 € pour l'élection présidentielle. À ceci s'ajoute un plafond de dépenses pour la campagne fixé à 40 milliards de francs guinéens, près de 4 millions d'euros au regard justement des chiffres qui sont aujourd'hui avancés. Mais que faut-il savoir précisément autour de la candidature du général Mamadi Doumbouya? La rédaction centrale de For You Média s'est penché sur ce dossier. À la plume, vous retrouvez Sikendoumbe. Le président Mamadi Doumbouya de la Guinée est désormais officiellement candidat à la présidentielle du 28 décembre 2025. Il a déposé ce lundi 3 novembre son dossier de candidature auprès de la Cour suprême, une étape décisive vers un scrutin censé marquer le retour à l'ordre constitutionnel 4 ans après le coup de force de 2021. Âgé de 40 ans, Mamadi Doumbouya dirige la Guinée d'une main de fer, comme le qualifient certains, même si d'autres estiment qu'il est une chance pour le pays. Depuis qu'il a renversé le président Alpha Condé, la situation semble se stabiliser, même si d'autres voix s'élèvent au niveau de l'opposition. Mais son régime est donc régulièrement pointé du doigt pour les restrictions des libertés imposées depuis son arrivée au pouvoir. Cette élection se déroulera dans un contexte politique particulièrement tendu. Les principaux partis de l'opposition ont été écartés de la compétition, privant le scrutin de ses acteurs traditionnels et alimentant les critiques sur la crédibilité du processus électoral. Autre point de polémique, le montant de la caution exigée pour se présenter, fixé à 875 millions de francs guinéens, soit environ 100 000 $. Une somme jugée exorbitante par de nombreux acteurs politiques. À la précédente présidentielle, la caution n'était que de 800 000 francs guinéens, un montant déjà considéré comme trop élevé par les électeurs. Beaucoup espéraient donc une révision de la baisse cette année, mais la junte a finalement maintenu une barre encore plus haute, renforçant l'idée d'un scrutin verrouillé. La Guinée s'apprête ainsi à vivre une élection cruciale, mais dont les conditions continuent de susciter de vives interrogations. Une élection cruciale pour quels enjeux, André Kistelfanga? Ça y est, on peut déjà parler d'un retour à l'ordre constitutionnel 4 ans seulement après l'arrivée du CNRD. Ben, écoutez, M. Nguéné, c'est l'une des plus grandes déceptions de notre continent. L'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir. Pourquoi parlez-vous de déception, André Kistelfanga? Parce que nous avons cru que l'arrivée de Mamadi Doumbouya devait régler les problèmes que nous combattons, que nous cherchons les solutions depuis longtemps. Et malheureusement, c'est un club de comédiens qui est arrivé au pouvoir et qui pense que se pavaner dans la ville avec tous les militaires, avec les chars et tout le reste là, c'est ça la politique, c'est ça gouverner un pays. Ou bien faire un peu de vélo et s'arrêter, n'est-ce pas, dans quelques cités et gouvernance de proximité. Bavarder avec quelques citoyens. Il veut bien montrer qu'au-delà, loin des fauteuils luxueux du palais présidentiel, avant tout, il est un homme du peuple, Mamadi Doumbouya. Ça change quoi dans le quotidien des Guinéens? Ça a changé quoi dans le quotidien des Guinéens? Rien du tout, aucune évolution. Certains estiment que c'est le candidat idéal. Bon, c'est pour eux, c'est normal. Vous savez, quand vous êtes dans l'arène, que ce soit l'arène politique, que ça, de la vie, de la société, il y a des gens il y a des partisans. Et c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre et de savoir que chacun peut avoir son opinion, chacun peut avoir sa grille de lecture, n'est-ce pas, par rapport à certaines situations. Et aujourd'hui, en Guinée, nous savons tous que c'est un désastre. C'est un désastre parce que rien n'a changé. Plutôt, la situation s'est empirée. Et d'ailleurs, quand j'ai suivi le très bon reportage de Mme Sikendoumbe tout à l'heure, vous comprenez que c'est une situation extrêmement alarmante et grave. C'est une continuité de la France-Afrique. C'est une continuité, n'est-ce pas, de la néocolonisation qui
est en train de se produire et qui continue à se produire en Guinée. Donc, nous savons tous que Mamadi Doumbouya n'est pas venu pour la rupture du système néocolonial installé en Guinée-Conakry. Il est venu justement pour essayer de mettre ce compatriote, n'est-ce pas, ce brillant africain panafricaniste, le professeur Alpha Condé, qui était dans une logique, n'est-ce pas, de rupture, qui avait déclaré, vous vous rappelez de cette rencontre des chefs d'État au niveau de la Côte d'Ivoire, où il rappelait, n'est-ce pas, et le président Ouattara lui avait rappelé que vous êtes en direct, mon ami Alpha Condé. Et il a repris le micro en disant, j'assume mes propos. Je pense que quand nous avons vu cela et que nous savons tous que Mamadi Doumbouya est un agent, n'est-ce pas, de la France-Afrique, c'est un agent, n'est-ce pas, qui vient davantage mettre le couteau dans la plaie des Africains, alors dire que c'est le candidat idéal pour une élection présidentielle, vraiment, c'est vraiment de Mamadi Doumbouya comédie. C'est de la comédie simplement parce que rien n'a évolué, rien n'a changé, c'est plutôt les restrictions, n'est-ce pas, en matière de liberté, n'est-ce pas, en matière de droits de l'homme qui ont régressé au niveau de la Guinée-Conakry, c'est l'économie qui a baissé et plutôt on va, au lieu même de faciliter, n'est-ce pas, qu'il y ait des candidats sérieux à cette élection, mais on fixe une caution exorbitante pour éliminer le plus grand nombre de Guinéens qui pouvaient être candidats. Je suis sûr d'une chose et je crois qu'aujourd'hui... Pour sortir d'épée. Aujourd'hui, M. Nguéné, je ne crois pas aux élections en Afrique. Je ne crois pas à cette démocratie. Je ne crois pas à cette manigance, n'est-ce pas, venue de l'Occident, imposée par l'Occident. Nous faisons croire que non. Qu'auriez-vous voulu pour ce qui est de la Guinée, que la transition s'éternise? Mais qu'elle soit balayée. Balayée, ça veut dire quoi? C'est une fausse transition. Ça ne sert à rien, cette transition. Mamadi Doumbouya ne sert à rien aux Guinéens et aux Africains. Ça, c'est votre avis. Mais je vous dis, c'est clair et net. S'il est candidat, c'est une aberration, c'est une injustice. Monsieur Mamadi Doumbouya ne sert absolument à rien pour nous les Africains. Voilà. Alors, 2 mois après avoir renversé le président, ou moins l'ancien président Alpha Condé, Mamadi Doumbouya s'était engagé à rendre le pouvoir aux civils. Il s'était d'ailleurs exprimé en ces termes, je cite, « Ni moi ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. En tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. » 3 ans plus tard, patient parfait d'homme, il est là, candidat à l'élection présidentielle. Alors, sur quoi faut-il se baser aujourd'hui pour porter un regard justement sur cette candidature, sur le bilan que certains pourraient juger de positif au regard des avancées qui ont été enregistrées? Peut-être avant que je nous passe la parole, je retrouve déjà Lance Koivogi. Lance, on va se séparer, mais quel est le bilan que vous dressez afin de nous permettre justement d'avancer sereinement dans ce débat? Quel est le bilan que vous dressez de cette transition? Alors, par rapport au bilan de la transition, oui, on peut quand même voir une intention réelle de chef de l'État à bâtir une nation autour de la Guinée, non seulement autour de la loi, mais avec ce projet, ce gigantesque projet de Simandou 2040, qui compte s'appuyer, pourquoi pas, et permettre à la Guinée non seulement d'être dotée d'infrastructures, mais aussi de bénéficier de l'avantage de ce projet-là, puisque la nation guinéenne a quand même besoin. Alors là, si on peut dresser un bilan, on notera quand même que c'est une première fois que l'arrivée d'une transition, qu'on puisse recruter plus de 10 000 fonctionnaires intégrés à la fonction publique. Donc il y a ces aspects-là aussi, de ne pas aussi occulter beaucoup d'autres aspects de l'opposition, puisque là, on le sait très bien, il y a eu énormément de couacs dans cette transition, mais aussi le côté positif à noter. Donc, c'est à la suite de ces élections qu'on définira réellement s'il y a une réelle intention pour le chef de l'État de bâtir un projet autour de ça. En tout cas, la balle est déjà partie et donc on essaiera d'observer le mouvement politique guinéen pour en savoir davantage.
Alors, par rapport au bilan de la transition... Ces éléments qui sont mis sur la table, sous le magistère de Mamadi Doumbouya, plus de 10 000 fonctionnaires recrutés, le côté infrastructurel aujourd'hui qui est pris en considération et dont le général en fait d'ailleurs l'une des priorités absolues. Alors, est-ce que ce sont des indicateurs sur lesquels on pourrait déjà se baser pour, je veux dire quoi, poser une analyse froide autour de cette candidature qui ne fait forcément pas l'unanimité? Malheureusement, pour nous, le continent africain a encore de chemin à faire. Malheureusement pour nous, nous avons des gens, soit qui s'accrochent au pouvoir pendant très longtemps, soit les nouveaux venus qui espèrent aussi tracer leur sillon. D'autant plus qu'ils n'ont pas vu des exemples, surtout dans le secours de l'ancien précaré français, qui leur démontre que, écoute, on ne peut pas, de manière continuelle, faire le bonheur d'un peuple contre son propre consentement. Et ça repose même la question de la validité de ces élections. À quoi ça sert même d'organiser les élections? Regardez ce qui se passe en Guinée. Regardez M. Doumbouya, comment il est entouré avec sa soldatesse, n'est-ce pas? Cette armée prétorienne. Est-ce que ça va être une élection? Qui va contester les résultats de cette élection? Avec une armée, des chiens, n'est-ce pas, de guerre armés jusqu'aux dents, qui encadrent leurs champions et qui vont vous dire, venez, on va faire les élections. Mais c'est eux qui ont les armes. Ça va donner quoi cette affaire? L'armée n'est plus républicaine, elle est au service d'un individu. Malheureusement, c'est souvent le cas un peu partout en Afrique, surtout dans le précaré français. Bien ce qu'il était. Donc pour moi, il n'y aura pas d'élection en Guinée. Il y aura le fait que, bon, un militaire, une fois de plus, va se débarrasser de sa tunique et revêtir des habits civils, mais avec sa garde prétorienne, prêt à éliminer la moindre petite contestation, n'est-ce pas, par rapport à la volonté de cet individu qui est M. Mamadi Doumbouya. Quand les gens parlent d'être républicain, c'est aussi avoir cette... du coup, on ne peut pas faire un procès à Mamadi Doumbouya si on s'aligne justement sur cette analyse, patient Parfendom. Il n'est pas le premier et visiblement il ne sera pas le dernier. Oui, mais malheureusement, il a choisi le mauvais chemin. Il a choisi le mauvais chemin. C'est le chemin de ce qui ne marche pas. Parce que justement, tous ces gens ses prédécesseurs, qui ont pris ce chemin, ils n'ont pas produit les résultats. Ce n'est pas des actions d'ordre soporifique du type j'ai fait entrer dans l'administration 10 000 fonctionnaires qui va régler les problèmes fondamentaux du Bénin. Et au-delà de la Guinée. De la Guinée, autant pour moi. Parce qu'au Bénin, heureusement, on a beau dire ce qu'on veut bien dire, mais M. Talon est quand même parti. Bon. Et il y a un autre problème dans cette affaire de l'élection de M. Doumbouya, avec tout ce que nous voyons là. C'est de dire au gars de l'AIS, vous aussi, il faut faire des élections comme moi. Alors qu'on sait parfaitement qu'en Guinée, il n'y aura pas d'élection. Il y aura un simulacre d'élection, une véritable mascarade avec un pays qui est tenu en laisse par cette armée fidèle à M. Doumbouya. Et vous pouvez me croire, on reviendra sur ce plateau quelques temps après. Ce sont des militaires qui auront tous les passe-droits, qui auront tous les avantages parce qu'ils gardent le petit roi qui est M. Doumbouya, et on ne va pas réellement se lancer dans le véritable projet de développement pour la Guinée équatoriale. C'est le scandale des pays dits francophones que nous constatons aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un recul, ce qui s'est passé, à moins que monsieur, il n'avait qu'à prendre son courage à deux mains et dire je n'ai pas le temps à perdre avec ces élections, c'est de l'argent qu'on va perdre, c'est un leurre et une autre manière de donner l'impression que nous sommes en train d'avancer. Donc moi je reste au pouvoir parce que j'ai un projet. A-t-il réellement les mains libres dans une transition comme dans un ordre constitutionnel normal, patient Parfendom, puisqu'il y en a qui s'attendent à ce qu'il soit élu, qu'il bénéficie de la légitimité du peuple guinéen pour que, voilà, même au niveau international, qu'il puisse à nouveau bénéficier justement de la confiance peut-être des bailleurs de fonds, etc. On le sait,
pour l'heure, dans une transition, il y a certaines portes qui peuvent rester fermées. Mais dans son cas, la justice n'est qu'un paravent. Le droit n'existe pas. Le droit, c'est Doumbouya. C'est ça le problème. Malheureusement. Il y a des faits quand même qu'on ne peut pas occulter. Patient Parfendom, sur la justice, les réformes de la justice qu'il mène depuis son arrivée. On se souvient de ce procès des victimes de septembre 2009. Un procès qu'il a tout de même tenu à mettre sur la table, Patient Parfendom. Il fallait se montrer audacieux tout de même, Patient Parfendom. On ne peut pas occulter tout cela. Vous croyez vraiment ce procès-là a donné quoi? Au contraire, c'était une vaste comédie, n'est-ce pas? C'était Hollywood qui s'est déporté à Conakry pour faire cette grosse comédie-là. Objectivement, qu'est-ce que la Guinée a gagné avec ce procès? C'était un truc loufoque. Mais pour les victimes. Mais pour les victimes. Est-ce que vous avez interrogé les victimes depuis? Pour les victimes, on a eu des réactions de certaines victimes qui se disaient quand même satisfaites de voir que les principaux concernés je vais dire quoi, de ces événements soient traduits devant la justice et qu'ils soient condamnés. Patient Parfendom. Et la finalité, c'est quoi? C'est tout ce ramdam-là. C'est exactement comme notre ami qui a intervenu depuis la Guinée. C'est comme ça, mi-figue, mi-raisin. Je crois que si on trouvait quelqu'un d'autre qui est assez, comment dire ça, assez pertinent, peut-être qu'on aurait une autre son de cloche. Je continue de dire que ce qui se passe en Guinée, c'est l'argent qu'on va perdre pour rien. Doumbouya se lève un matin et dit que voici la caution. Sur la base de quoi? Comment les Africains peuvent... C'est la même chose, hein? Même si au Cameroun, quand on met la barre à 30 millions pour la caution, les sommes présidentielles, c'est sur la base de quoi? Alors que nous sommes dans un pays où le SMIC est à moins de 50 000 francs. Mais c'est quoi cette affaire? Donc je crois que, une fois de plus, il y a certains Africains qui pensent que, et en complicité justement, et c'est là où c'est dangereux, on passe le temps à taper sur les forces extérieures à notre pays, alors que nous avons de véritables endocolons qui ont fait de la notion et du patriotisme, et du nationalisme, et du panafricanisme un véritable fonds de commerce, et qui s'arrangent avec des amis, des copains et des coquins pour se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Et Doumbouya, c'est quelque chose de très dangereux parce que ça risque de nous montrer ce que sera l'horizon africain bientôt si rien n'est fait. Donc, je crois que... Oui, pour sortir d'Oya. Oui, je sors en disant tout simplement que M. Doumbouya, pour lui, il n'a pas inventé le fil à couper de beurre. Il a trouvé des gens qui jouent très bien dans ce registre-là. Il s'est incrusté dans ce registre et il n'y a aucun suspense. Doumbouya sera déclaré vainqueur, comme ses parents et grands-parents, et puis bon, on va continuer à ergoter pour dire est-ce que l'Afrique avance, est-ce qu'elle recule, et on va nous dire 10 000 fonctionnaires viennent d'être recrutés, tout ça ce sont des fadaises parce qu'elles ne permettent pas un véritable développement du continent africain. Voilà, merci à vous. Un dossier d'ailleurs que vous retrouverez dans quelques instants dans la grande édition d'information 20h sur For You Media Africa. Nous allons avancer avec la thématique principale de cette émission en parlant du Mali qui franchit une nouvelle étape décisive dans sa quête de souveraineté économique et de valorisation de ses ressources naturelles. En effet, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a inauguré ce 3 novembre 2025 la deuxième mine de lithium du pays à Bougouni, dans le sud du pays. Ce projet d'envergure, fruit d'un partenariat tripartite entre l'État malien, la société britannique Caudal Mining et le groupe chinois Hainan Mining, illustre la volonté du gouvernement de diversifier son économie et de réduire sa dépendance en or. Prenons les explications de nos confrères de la télévision nationale malienne. L'activation de la production de lithium au Mali. Nganala s'est installé. Une deuxième pour la région de Bougouni. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vient soulever une autre aile économique du Mali en autorisant l'exploitation de la richesse du sous-sol malien. La réforme du secteur minier se concrétise avec la diversification des ressources minérales avec le lithium comme ajout sur la liste actualisée des ressources. Ce métal précieux indispensable pour la confection de batteries et les appareils électroniques.
Ces coups de ciseaux du président Goïta ouvrent les portes de 500 emplois directs avec une production estimée à 100 000 tonnes de concentré de spodumène. Le chef de l'État dévoile par la suite la stèle, confirmant la mise en service de la deuxième mine de lithium du Mali. Il y a moins d'un an, notre pays a inauguré officiellement la première ligne de lithium de Goulamina. Aujourd'hui, nous procédons à l'inauguration officielle de la deuxième mine de lithium dans la même région, marquant ainsi la volonté affichée de notre pays d'occuper sa place de leader parmi les pays producteurs de cette substance stratégique. Comme vous le savez, ceux qui suivent l'actualité, le lithium n'est pas seulement une ressource, c'est un vecteur de développement industriel et d'innovation technologique qu'il faudra transformer en un vecteur de rayonnement géoéconomique pour notre pays. Et ce projet phare gigantesque sera exécuté en deux phases. La première phase aura un chiffre d'affaires de 46 milliards avec 500 emplois directs. Donc la deuxième phase verra une augmentation de chiffre d'affaires environ 111 milliards avec 800 emplois directs. C'est donc la marche d'un Mali qui se veut souverain sur une économie bien solide. L'État du Mali, avec son nouveau code minier à 35% compare. La deuxième mine de lithium participera au capital avec d'importantes recettes fiscales, impôts, redevances et dividendes pour les caisses du Mali. Sur une exploitation d'une dizaine d'années, Bougouni 2 promet des retombées de plus de 1000 milliards de francs CFA. L'accent est mis sur le développement communautaire. Comme participation du Mali, environ 35%, donc 5% pour le secteur privé, le Mali aura un bénéfice de 250 milliards d'environ. Ce projet qui vient de commencer a déjà produit ses premiers effets, notamment dans le cadre du développement communautaire. Environ 317 millions ont été investis pour le développement communautaire. 24 milliards aussi a été investi auprès des partenaires nationaux dans le cadre du contenu local, à savoir l'achat des biens et services. Et nous voudrons effectivement profiter de cette occasion, non seulement saluer la population de Bougouni qui est massivement sortie, aussi saluer la décision forte du gouvernement pour l'annulation de 121 titres miniers, dont 100 permis de recherche. Et cela s'inscrit dans le cadre de la volonté du peuple malien d'assainir le secteur minier qui a été tout longtemps soumis à une exploitation illégale et frauduleuse de certaines personnes. Je voudrais aussi profiter de saluer la résilience du peuple malien face à cette crise, aussi lui retirer notre volonté de faire du secteur minier un moteur de développement économique et harmonieux de notre pays. Nganala, ce sont des engins miniers modernes, une usine de traitement de minerais avec un vaste territoire stockant la carrière. Cet univers a été visité par le président de la transition qui se réjouit du partenariat Mali-Chine-Royaume-Uni, un pan de coopération qui a permis ce projet. Donc la vision du Mali, c'est de faire du secteur minier un moteur de développement économique. Quand vous parlez de développement, non seulement il y a tout ce qui est dividende en termes de taxes, en termes d'impôts, mais aussi la part de l'État du Mali. Mais cela aussi, c'est de veiller à ce que le peuple malien puisse profiter de ces différents projets, notamment l'emploi des jeunes. Déjà, il y a la loi sur le contenu local qui est désormais une obligation pour tout partenaire de veiller aux intérêts du peuple malien, non seulement en termes d'employabilité, mais aussi en termes de partenariat avec les sociétés privées maliennes. La mine de lithium de Bougouni repose sur 3 gisements, Nganala, Sogola Baoulé et Boumou, avec des variétés de minerais. L'extraction se fait par étapes. La deuxième phase va démarrer en 2028 avec la construction d'une usine de flottation. Avec cette inauguration, le Mali se place au milieu des grands producteurs de lithium dans le monde et en tête de liste des rares pays africains producteurs de lithium. L'avenir est tout simplement prometteur.
Merci à nos confrères de la télévision malienne pour toutes ces explications. Située à 180 km au sud de Bamako, la capitale, la mine de Bougouni vient compléter celle de Goulabida, mise en service en 2024. Ensemble, elle devrait porter la production nationale à 590 000 tonnes de concentré de lithium par an d'ici 2026, positionnant le Mali comme premier producteur africain et acteur majeur mondial du lithium, minerai stratégique de la transition énergétique. La mine, dont la durée de vie est aujourd'hui estimée à 11 ans, a déjà permis la création de 500 emplois directs et 800 autres prévus lors de la deuxième phase du projet à partir de 2028. Les retombées économiques sont considérables. 380 millions de dollars de recettes sont attendus sur la durée de vie du gisement, tandis que 24 milliards de francs CFA ont déjà été injectés dans l'économie locale. Parmi ces montants, 317 millions de francs CFA ont été affectés à des projets sociaux et communautaires, routes, infrastructures de base et programmes de développement local. En inaugurant donc cette deuxième mine, le président Assimi Goïta réaffirme la volonté de faire du secteur minier un pilier central du développement industriel et de la transition énergétique du Mali. Alors, un premier commentaire, André Kistelfanga, sur cette étape. On a l'impression que le Mali est véritablement en train de franchir une étape de plus, justement, vers sa souveraineté monétaire, mais surtout dans l'exploitation de ses ressources naturelles. Monsieur Nguene, voici ce qu'on appelle une vraie transition. Voici ce qu'on appelle une vraie transition. C'est-à-dire on quitte d'une étape morose, une étape moribonde, à une étape où on retrouve la célérité, on retrouve une autonomie, une avancée majeure. Parce que ce que le Mali en train de présenter sous la gouvernance de Assimi Goïta et du général, n'est-ce pas, Assimi Goïta président, n'est-ce pas, de l'État malien actuellement, qui n'est pas passé par une élection soi-disant démocratique, mais qui produit des résultats extrêmement importants pour le bien-être des Maliens. Et c'est tout ce qu'on demande. Le peuple ne demande que ses ressources soient exploitées et redistribuer, n'est-ce pas, au travers des besoins de ces populations-là. Voilà. C'est presque la même durée de la transition, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée-Conakry. Je crois que c'est 1 an de plus seulement. Quelques mois de plus seulement, n'est-ce pas? Mais on voit, les voyants sont au vert ici, et de l'autre côté, c'est au rouge. Et donc, nous constatons simplement que il y a une volonté de rupture, une volonté de mettre fin à la France-Afrique, mettre fin à la pauvreté, mettre fin, n'est-ce pas, aux souffrances des populations, au travers des exploitations, au travers, n'est-ce pas, de tout ce mécanisme mis en place par la transition malienne. Alors qu'ailleurs, nous constatons que il n'y a rien de nouveau qui se produit en dehors des balades, des expositions photos, Hollywood qui s'est véritablement transporté, n'est-ce pas, en Guinée-Conakry, comme l'a dit tout à l'heure le douanier. Et vous constatez que simplement, ce qu'eux, ils nous disent démocratie n'est pas la démocratie. Ça n'apporte pas le développement, ça n'apporte pas la liberté. Ça n'apporte pas, n'est-ce pas, cette souveraineté recherchée, parce qu'ils nous ont dit la démocratie, c'est, n'est-ce pas, la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais nous constatons que c'est plutôt la gouvernance, n'est-ce pas, de certains rois, certains privilégiés, pour lui et pour leur communauté, ou bien pour leur vente. Et le peuple souffre. Donc nous constatons simplement aujourd'hui que
une véritable souveraineté économique en train de se mettre en place au niveau du Mali. Et que vaut justement cette souveraineté économique dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant? Patient Parfum d'Homme, on l'a dit, le constat il est là. C'est le lithium, l'or blanc de la transition énergétique mondiale aujourd'hui qui devient du côté du Mali l'un des piliers même de cette ambition, parlant de souveraineté économique. Mais le contexte sécuritaire, lui, c'est vrai qu'il s'améliore progressivement, mais on n'est pas totalement sorti de l'auberge, André Kistel Fanga. Ah, je crois que vous interpellez le doyen Parfum d'Homme. Mais bon, je continue à dire que... Moi, je voulais vous relancer. Patient Parfum d'Homme aura également l'occasion de réagir dans quelques instants. Non, c'était pour simplement dire que je pense que ceux qui ne comprennent pas les défis d'une nation ne peuvent que se lancer dans ces casses, suivre des mots d'ordre des pseudo-politiciens, suivre, n'est-ce pas, des invectives, n'est-ce pas, par rapport ou des résultats d'une élection, ou bien d'une transition, ou bien d'une certaine catégorie de personnes, alors que la souffrance du peuple, c'est justement ces casses, ce terrorisme, ces attaques qui viennent un peu de partout, alors que nous avons besoin de construire notre pays, nos États, et la sécurité est de mise. Il faut que chaque Africain se mette dans sa tête que l'Occident n'a jamais développé nos États. Et à chaque fois que vous voyez un leader africain combattu par les Occidentaux, sachez qu'il travaille pour son peuple. Mais si vous voyez apprécié, adoubé, accueilli, cajolé par l'Occident, sachez que ce monsieur a trahi le peuple, a trahi l'Africain, a trahi son pays. Et donc nous savons tous qu'aujourd'hui, quand on encourage, n'est-ce pas, les terroristes à toujours brûler, à créer un climat délétère au Mali, alors là, c'est pour ne pas permettre que, n'est-ce pas, le Mali atteigne véritablement sa vitesse de croisière. Heureusement que une armée républicaine, une armée, n'est-ce pas, panafricaine, est installée au Mali et permet justement de juguler. Et plusieurs Maliens ont compris les enjeux, c'est-à-dire le concept, par exemple, au Cameroun, on appelle armée-nation, est en marche. Et le Cameroun vient de réussir aussi dans ce domaine-là aussi, de mettre hors d'état de nuire, n'est-ce pas, le plan machiavélique satanique qui a été mis en place pour mettre le Cameroun à feu et à sang. Et donc, vous voyez que le même scénario est en place au Mali et permet, n'est-ce pas, aujourd'hui que les exploitations puissent, n'est-ce pas, prendre place et continuer, n'est-ce pas, à développer le pays. Et le domaine sécuritaire aussi va être davantage renforcé parce que avec ces moyens, le Mali pourra acheter des armes, le Mali pourra renforcer, n'est-ce pas, les capacités de son armée d'intervention, que ce soit même dans le domaine des drones et tout le reste là. Et je pense que c'est tout ce que les Africains demandent, c'est d'exploiter ces ressources pour que ça serve pour les nations. Merci à vous. Patient Parfum d'Homme. Alors, le Mali, avons-nous la preuve que Bamako est véritablement en train de transformer ces défis en levier de développement au regard de toutes ces initiatives qui ne cessent de se multiplier? Une première mine qui a été inaugurée et lancée en 2024. Là, nous avons une deuxième mine de lithium qui est lancée avec toutes les retombées financières qu'elle génère aujourd'hui au regard justement des attentes, des projections et même au regard de la matérialisation, puisqu'on nous parle de 24 milliards de francs CFA qui ont déjà été injectés dans l'économie locale, les emplois qui sont créés, 500 emplois directs qui sont créés, 800 prévus pour le lancement de la deuxième phase en 2028. Alors, le Mali est-il en train de transformer finalement ces, je vais dire quoi, ces leviers de développement aujourd'hui en croissance réelle sur le terrain? Patient Parfum d'Homme, deuxième volet de ma question, tous ces progrès économiques peuvent-ils éclipser le contexte sécuritaire qui prévaut? Je commence d'abord à dire à André Kistel, vraiment, il ne faut pas qu'on fasse des mélanges de genres. Là, nous sommes en train de parler de Mali, parlons de Mali. Mais ne faisons pas comme s'il y avait des comparaisons avec ce qui passe au Cameroun. Tu sais très bien où est-ce que le président Paul Biya va se reposer quand on regarde sur une année, le nombre d'années de 43 ans de pouvoir, combien d'années il a passé en Suisse. Je crois que c'est quand même pas du tout honnête
pour les Africains qui nous regardent de faire ce type de, n'est-ce pas, de mélange là. Ce n'est pas tout bien. Tu es de l'Est, Cameroun, une zone qui est extrêmement riche en minerais. Tu sais très bien comment les élites au pouvoir ont complètement fait même base sur les richesses de l'Est, dont l'or. Ce n'est qu'une parenthèse. Parce non, mais parce que c'est pas bon. Il y a des gens qui nous regardent. Et quand il faut dire la vérité sur notre pays, il faut dire la vérité. Il sait très bien comment ça se passe. Des gens qui sont haut placés là-bas au sommet de l'État du Cameroun, qui ont fait une préemption totale sur ces richesses dans des petits trucs artisanaux avec la complicité de quelques techniciens chinois, et le pauvre peuple, non seulement du Cameroun, mais de l'Est Cameroun, ne bénéficie absolument de rien de cette exportation, de ce pillage de nos richesses. Il le sait très bien. Donc, parlons de Mali, vraiment, mais ne mélangeons pas avec l'histoire du Cameroun. Allons-y sur Mali. Maintenant, pour le Mali. C'est pour ça que les terroristes doivent tuer ou bien doivent détruire le Cameroun. Quel terroriste a tué ou bien détruit le Cameroun? Messieurs, nous ne sommes pas sur le Cameroun ce soir. Au contraire. Les boutiques sont brûlées. Ah bon? Les villes sont brûlées. Parlons du Mali, messieurs. Parlons du Mali. Est-ce que c'est pas Parlons du Mali. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Est-ce que ce n'est pas brûlé? Je viens donc pour dire que vous avez vu en un laps de temps ce que le gouvernement malien est capable de faire. Les gens sont là depuis des décennies, rien n'a bougé. C'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique, mais surtout d'avoir une véritable ambition pour son propre peuple. Le Mali est dos au mur, parce que la question sécuritaire, justement, la question que vous avez posée, est très importante. Il faut donc avoir un gouvernement qui donne du répondant, n'est-ce pas, à cette déstabilisation programmée du pays, en démontrant à son peuple qu'on peut être au service du peuple malgré l'aversion que subit le pays actuellement. Et ça, le Mali, avec Assimi Goïta et son gouvernement, sont en train de le démontrer. Et il faut qu'il continue d'aller de l'avant dans cette perspective. Je souhaite tout simplement qu'au-delà de l'exploitation du lithium, que très rapidement, on va trouver des bailleurs de fonds qui ne soient pas forcément de l'ordre dans le carcan impérialiste occidental, qui viendront aussi aider le Mali au-delà de l'exploitation de ce lithium, de permettre au Mali des premières transformations de lithium, je ne sais pas, en batterie, etc., pour muscler, j'allais dire, doper davantage la plus-value que le Mali peut tirer de cette exploitation. Mais déjà, ce premier pas qui est fait est vraiment à féliciter. Donc, ça doit montrer l'exemple aux autres pays africains qui ont abandonné ces secteurs hautement stratégiques et qui vendangent complètement ces espaces de croissance à des bandits étrangers qui pillent nos richesses au vu aussi de tous et qui entretiennent une misère hors norme au point où, à la moindre petite secousse, on voit soi-disant les gens qui sont allés brûler avec des bouts de pain. Quelqu'un risque sa vie pour une baguette de pain. Quelqu'un risque sa vie pour un demi-maquereau. C'est montrer le niveau de misère où nous sommes arrivés malgré les richesses incommensurables que nos pays regorgent. Donc je dis au gouvernement malien, au président Assimi Goïta, félicitations, c'est un pas, n'est-ce pas, que vous avez mis en avant au niveau de la souveraineté de votre pays. Allez encore davantage de l'avant en permettant justement que vous ayez la capacité de former les jeunes maliens à pouvoir transformer une partie de ce lithium dans ce qui va davantage créer une plus-value plus importante pour ces richesses que Dieu vous a données. Je pense par exemple aux batteries à base de lithium. Donc, je crois que ce que fait Assimi Goïta doit ouvrir les yeux à tous les Africains et qu'on cesse de ne pas voir la vérité en face et qu'on continue de soutenir l'insoutenable. Merci à vous, patient parfum d'homme. Alors, nous allons afficher les codes d'accès peut-être avant. André Kisselfanga, le projet d'envergure est aujourd'hui le fruit d'un partenariat tripartite entre l'État du Mali, la société britannique Caudal Mining et la société chinoise, ou du moins le groupe chinois Hainan Mining. On parle là d'une volonté, d'un partenariat tripartite qui illustre la volonté du gouvernement de diversifier son économie et de réduire sa dépendance à l'or, mais surtout cela, parlant de ces partenariats, de ces partenaires en question, cela illustre surtout la volonté du Mali aujourd'hui à faire avec des partenaires sérieux.
on a vu ce que le cas d'Orano a fait du côté du Niger, où un groupe avait l'exclusivité, avait le contrôle total pratiquement de la Somaïr, et on a vu ce que cela a eu comme impact, non seulement dans le quotidien des Nigériens, mais également en termes de retombées, emploi, en termes justement de, de revenus financiers. Cela n'a pas été totalement bénéfique pour le Niger. Là, nous sommes dans une configuration autre, différente, où l'État du Mali joue un rôle prépondérant, important dans cette collaboration, du moins dans ce partenariat. Monsieur Nguéné, c'est pour ça que je vous ai dit que voici ce qu'on appelle une transition. Voici ce qu'on appelle des vrais patriotes, des gens qui veulent le développement de leur pays. Le président Assimi Goïta, président de la transition générale d'armée, n'est-ce pas, est dans une logique avec son gouvernement et tout le reste là, dans une logique, n'est-ce pas, d'établir les bases d'une véritable souveraineté d'un État. Et les bases de souveraineté, c'est justement la capacité de capter des vrais partenaires pour l'exploitation, n'est-ce pas, de certaines ressources. La captation de ces partenaires-là, nous les voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a une division en 3 parties. Oui. C'est-à-dire l'État malien est présent, les Chinois sont présents, n'est-ce pas, de l'autre côté, n'est-ce pas, de la guerre économique mondiale qui est en train de se produire, et de l'autre côté, n'est-ce pas, l'Occident. Vous voyez, avec, n'est-ce pas, une société anglaise. Oui. Alors, vous voyez que quand on permet ça, ça permet, n'est-ce pas, d'avoir, qu'il n'y ait pas de tromperie. Qu'il n'y ait pas de... Parce que, et c'est ce que le doyen Parfait soulignait tout à l'heure par rapport à la formation des jeunes Maliens pour justement qu'ils aient la capacité de transformation, n'est-ce pas, de ce lithium au niveau local. Et ça, nous devons justement pousser plus loin les partenaires pour qu'il y ait quand même cette formation qui est le transfert de compétences. Exactement, merci beaucoup. Vous parlez justement de pousser loin ce partenariat. Le transfert de compétences, n'est-ce pas, au niveau de nos différents États. Donc, qu'on ne soit pas seulement des champs d'exploitation où on emporte tout et on reste juste seulement avec, n'est-ce pas, ces trous qui ont été, n'est-ce pas, ou exploités. Je pense qu'on peut davantage muscler le jeu en disant, OK, nous allons davantage, n'est-ce pas, former des jeunes Africains et surtout des jeunes Maliens pour justement exploiter, n'est-ce pas, pour qu'ils aient la capacité de transformation, n'est-ce pas, de ces différents éléments-là. Donc, nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, dans une logique qui est claire. Assimi Goïta veut le bien du Mali. Et comme de nombreux Africains, présidents africains, veulent le bien-être du Mali. Ce qui se passe en Guinée est un mauvais exemple. Ce qui s'est passé au Niger est en train d'être corrigé. Ce qui se passe un peu de partout dans les zones francophones avec des contrats. En RDC, un peu de partout, avec l'exploitation des ressources naturelles. Vous voyez que beaucoup de choses sont en train d'être corrigées. Et c'est ce que nous demandons à tous les Africains aujourd'hui, et de comprendre que nous avons des soucis. Nous avons des soucis. Nous sommes un pays, une nation, un continent, n'est-ce pas, béni par Dieu, avec des ressources incommensurables, mais nous avons un problème simplement, nous ne connaissons pas exploiter nos propres ressources pour que ça serve pour notre exploitation. Nous sommes devenus des pays brocants. Nous sommes devenus des pays friperies. Nous sommes devenus, n'est-ce pas, des nations où tout est importé. Tout vient de l'Occident. Même ce que nous consommons est devenu, n'est-ce pas, des importations. Alors que nous avons la capacité de faire, de produire et de nous nourrir de notre propre production. Et c'est ce que nous interpellons. Et ce bel exemple, n'est-ce pas, venant, n'est-ce pas, du Mali, doit nous servir, n'est-ce pas, à tous les Africains, à tous les leaders, que voici le chemin à emprunter, et ça nous aidera. Alors, avant de retrouver André et Zerfel au standard, je voudrais qu'on écoute également Sylvain sur le sujet. Sylvain, que vous inspire justement l'inauguration de cette mine de lithium, qui est d'ailleurs la deuxième en l'espace d'1 an
du côté du Mali. Vous avez suivi le général Darbé Assimi Goïta. Il est revenu bien sûr sur les retombées que ce projet aura à court et à long terme, puisqu'on annonce le lancement de la deuxième phase pour 2028. Mais déjà d'entrée, quelle analyse portez-vous justement sur ce nouveau projet aujourd'hui qui matérialise très bien la dynamique de souveraineté économique dans laquelle le Mali est plongé depuis plusieurs années maintenant? D'abord, il faut saluer le président Assimi Goïta qui a vraiment assaini ce domaine, qui a assaini le domaine, qui a arrêté toutes ces PM, ces exploitations abusives à travers le Mali que ce pays-là a traversé pendant très longtemps. Voilà, il montre que un militaire, des gens qu'on traitait de junte, ces gens-là peuvent transformer leur pays et peuvent transformer en tout cas toute l'Afrique. En posant cet acte-là, c'est pour dire qu'on n'avait pas besoin à la tête du Mali, par exemple, de tout ce que nous avons vu et qui sont partis. Mais c'est vraiment son ambition de rendre le Mali libre. Et surtout, dans ce contrat tripartite avec la Chine et l'Angleterre, j'espère que alors, nous nous recevons. Alors, Sylvain, la connexion, le signal est de mauvaise qualité. Nous allons réessayer tout à l'heure après le passage au standard, puisqu'ils sont déjà connectés, ils sont avec nous, ils souhaitent réagir, intervenir, donner leur point de vue sur les thématiques de la soirée. Vous ne partez pas, Sylvain, vous restez avec nous, nous allons vous écouter sur le sujet. Et je pense que nous avons Zerfel qui est avec nous, selon bien sûr mon moniteur de contrôle. Bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir monsieur, bonsoir Nguéné, et bonsoir le doyen, bonsoir mon frère Fanga, sans oublier la diva et sans oublier, comment dire, tous les journalistes de For You Media. Et d'abord, je vais dire encore merci beaucoup le doyen, parce que tout ce que vous êtes en train de faire, ça sera payé un jour. Parce que c'est vous qui avez le courage de dire ce que les Camerounais ont peur de dire. Parce que dans la vie, il faut avoir le courage de dire des choses, même si ça blesse, ça quand même, en écoutant, il y a des personnes qui peuvent changer de mentalité. Tant qu'on ne dit pas, on ne met pas le doigt là-dessus, ça ne va jamais changer. C'est ça le courage que vous aviez là. Si parmi vous, s'il y avait des milliers de parfum d'hommes comme ça au Cameroun, et il y a longtemps que les choses ont changé depuis longtemps au Cameroun. Parce que je n'aime pas l'hypocrisie des politiciens, ça ne peut pas faire développer un pays. Ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, je viens au sujet. Ce qui se passe en Guinée, là, hein, on ne peut pas apprécier, on ne peut pas dénoncer ce qui se passe en Guinée, et puis apprécier ce qui se passe dans le pays. Ça, c'est la moindre des choses. Il n'y a pas de différence. Parce que les gars se lèvent aujourd'hui, ils taillent la constitution à leur image et puis ils avancent, hein, avec la douleur des choses des citoyens. On ne peut pas accepter ce genre de truc. Moi, dans mon pays aujourd'hui, c'est que les élections qui sont passées là-bas, est-ce que ce sont des élections? Voici la vérité. Maintenant, je vais apprécier ce que les Maliens sont en train de faire. Ça, c'est la moindre des choses. C'est ça qu'on en a besoin. Nos matières premières ne doivent pas sortir un brut. Et puis ils vont les transformer, puis venir nous les vendre encore plus cher que quand ils ont acheté moins cher. Alors aujourd'hui, tout ce qui vient l'usine qu'il vient de construire. Mais attends, les Européens ont besoin de ça pour faire leurs batteries ici, pour faire leurs voitures brides. Alors c'est à cause de ça, mais ils sont en train de lutter présentement pour avoir le monopole dans certains pays africains. Voilà là la vérité. Mais quand tu as ça et puis tu mets le veto là-dessus, mais regarde, c'est le respect. Ce sont des milliards et c'est du boulot. Et ça fera le développement des Maliens. Ça, on a besoin. Quel pays aujourd'hui qui n'a rien dans son sous-sol en Afrique? Mais on vend ça, on vend le brut
aux Européens et ils nous envoient les miettes et on est pressé d'acheter la pacotille qu'on nous donne. Et il faut que ça s'arrête. Parce que quand je vois, comment dirais-je, les choses qui se passent dans certains pays où on a fait et les élections en ce jour-là, vraiment, ce ne sont pas des élections. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, les choses en Tanzanie, c'est de la merde. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'on le dit le plus souvent, moi, je préfère parler de mon pays, mais parce que c'est des 15 ans du monsieur et encore, il veut faire 20 ans, mais c'est comme si vraiment, si les Ivoiriens étaient sur le couteau et comment dire, à la gorge, on ne peut pas respirer là. On est étouffé. Alors, il faut que les choses changent. Il faut que quand même mettre les choses en ordre pour que nous, les jeunes Ivoiriens, Ivoiriens ou Africains, puissent avoir plein de richesses pour que le développement de ces pays africains puisse aller de l'avant. On n'est pas les derniers sur la Terre. On n'est pas les derniers sur cette planète. On est plus intelligents que comme les autres. Il faut que nos matières premières, nous puissions et nous allons avoir profiter de ça pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et d'aller prendre des crédits qui n'ont rien à foutre, qui n'ont pas de développement. Alors, j'ai dit merci au président Goïta. Il faut qu'il continue dans ce sens-là. Et les autres présidents peuvent aboiter le pas à ce développement. Merci. Merci à vous, Zerfel. André, vous êtes également au Standard. Bonsoir et bienvenue. À Christelle Fanga et à Monsieur Christelle de Bougou. Et je vais d'abord, permettez-moi de féliciter avec beaucoup de courage Papa Parfait d'homme, l'homme qui dit exactement la vérité, et c'est de ça qu'on en a besoin. Quand je dis cela, je passe directement à la Guinée-Conakry, et là, nous observons exactement, je peux déjà vous dire qui va gagner ces élections-là, M. Nguéné. Ne nous leurrons pas, c'est M. Mamadou Doumbouya qui doit gagner, parce que lui tient l'armée, et selon ce que la télévision nous présente, on voit l'armée entourée autour de lui, et qui peut oser broncher. Donc nous savons que c'est ce que la France a organisé. La France lui a demandé de muscler le bas peuple et de bien museler le bas peuple afin qu'il puisse voler les matières premières de la Guinée-Conakry. C'est de ça qu'il est question. Il n'en est rien. Et vous-même, vous savez que ce n'est même pas Mamadou Doumbouya qui dirige, parce que cette gendarme-là, qui est une Française gendarme, c'est ce qu'on appelle les espions de la DGSE français. C'est exactement même elle qui gouverne plutôt en Guinée-Conakry. Ce n'est pas Mamadou Doumbouya, excusez-moi. Parce qu'elle prend les instructions depuis l'Élysée et Mamadou Doumbouya ne fait qu'exécuter. C'est de ça qu'il en est question. Quand je dis cela, c'est une néocolonie et on ne peut pas espérer avoir des élections là-bas parce que c'est la France qui met celui qui va diriger la Guinée-Conakry et dans bien d'autres. Quand je dis cela, je retombe exactement sur le Mali en félicitant le président Assimi Goïta et je demande au bas peuple de s'agripper à lui et de l'aider pour qu'il puisse apporter le Mali sur ce qu'on appelle l'industrialisation. Moi, je ne parle pas de développement. Nous devons parler plutôt de l'industrialisation. Moi, je le félicite beaucoup. Maintenant, quand je dis cela, il y a un problème qui va se poser, M. Nguéné. Je pense que nous devrons arrêter de vendre nos matières premières à l'Occident ou bien même à ces Chinois-là. La question que je me pose est, est-ce qu'on va transformer les batteries au niveau du Mali? C'est la question que je me pose encore. Parce que je pense qu'on a besoin de ce qu'on appelle des transferts de technologie. Alors, si nous vendons encore nos matières brutes à l'Occident, là, il y a problème. Je pense qu'on va penser à dire à ces Chinois ou bien à ceux qui viennent pour nos matières premières qu'il est question qu'ils transforment exactement ce lithium-là, que ça sorte directement en batterie pour des voitures. Là, ça serait encore plus intéressant. Pour le bas peuple, ça va créer ce qu'on appelle des millions d'emplois et non pas seulement ce que nous voyons là. Mais un vaut mieux que zéro. Il faut d'abord donc prendre cela et féliciter d'abord le peuple malien parce que nous devons aller plutôt sur la voie de l'industrialisation et non plus d'aller vendre nos matières premières comme nous vendons nos fèves de cacao sans transformer à l'Union européenne au lieu de vendre du chocolat à l'Union européenne. Je sors par là, M. Nguéné, merci.
Ben, c'est nous qui vous disons merci pour votre contribution ce soir, André. Nous allons rester au standard et prendre le prochain appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir, bienvenue. Oui, comment vous allez? Ben, nous allons super bien. Merci. Allô? Ah oui, bonsoir monsieur, bienvenue à vous. Oui, bonsoir monsieur Nguéné, bonsoir à toute l'équipe de Forum Média, bonsoir aux panélistes. C'est Maïga Boubacar depuis le Burkina Faso, Douri. Donc, mon intervention aujourd'hui porte d'abord sur ce qui me fait très mal, c'est la Guinée. Apparemment, les gens sont naïfs. Et le président est victime du coup d'État, c'est le professeur en Guinée, a trouvé Lansana Conté dans les légionnaires dans la corne de l'Afrique là-bas, dans l'océan Indien. Il l'a amené et il a dit, bon écoute, tu es un Guinéen, donne tes compétences à la Guinée. Il l'a mis dans sa garde rapprochée. Conclusion traîtrise par la France. Monsieur Lansana Conté est un légionnaire. La Légion étrangère française, on connaît cette branche de l'armée française, correspond à quoi? Moralement, elle correspond à quoi? Éthiquement, elle correspond à quoi? Et du point de vue de l'honneur et de la dignité, elle correspond à quoi? Tout le monde connaît. Et deuxièmement, M. Lansana Conté est marié à une femme gendarme. Vous parlez de Mamadi Doumbouya, le président. Voilà, le président Doumbouya est marié à une femme française, gendarme, appartenant au service de renseignement français. Qui peut être Mamadou Doumbouya pour la Guinée? Un ennemi simplement. Oui, un traître à la question nationale. Ça existe. Dans tous les pays du monde, ça existe. Voilà, il faut qu'on s'entende sur cette question et ne pas parler de ces gens. Et ces élections en question, ce n'est rien d'autre qu'un trucage. Mais comme j'aime le dire, le problème de l'Afrique se trouve dans sa jeunesse. Plus sa jeunesse accepte, plus elle subit. Plus sa jeunesse refuse, au prix de la mort, plus elle réussit. Mon deuxième point, c'est sur le problème de mon pays que j'aime bien, le Cameroun. Mais il faudra bien qu'on comprenne quelque chose sur le Cameroun. Où est la jeunesse camerounaise? Alors, monsieur Boubacar, oui. Mais nous allons rester sur les sujets qui nous concernent de très près ce soir. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler du Cameroun, c'était déjà le cas hier. Le sujet, nous le remettrons sur la table du débat. Soyez rassurés. Merci à vous. Nous allons rester sur les thématiques de la soirée puisque nous avons, je vais dire quoi, préparé l'émission en fonction justement de nos principales articulations. On va prendre le prochain au standard. Allô, bonsoir. Alors, merci. Oui, bonsoir monsieur. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Jean-Hilaire Tchami. Jean-Hilaire Tchami depuis Ngaoundé, au Cameroun. Allez-y, Jean-Hilaire. Sur le camp malien, notamment l'inauguration de leur unité de transformation du lithium. Oui. Et dans cette unité de transformation, on aura à peu près 590 000 tonnes de concentré de lithium par an, pour un ensemble d'une durée de production estimée à 11 ans. Oui. Mes questions sont celles de savoir que prévoit le code minier malien et en l'occurrence les codes miniers comme ceux du Cameroun. On se pose la question de savoir dans ces contrats d'exploitation quelles sont les parts d'action du gouvernement malien vis-à-vis de ces deux partenaires que sont le Royaume-Uni et la Chine. Parce qu'il est important quand même que les Africains soient informés sur quand on a une inauguration de telle envergure, que les populations savent qu'est-ce qu'ils gagnent dans ce contrat.
Oui, il y a 533 emplois directs générés en 2025 et on annonce 800 emplois en 2026, c'est vrai. Mais les contrats, qu'est-ce que ça prévoit? Quelles sont les parts d'action du gouvernement malien? Quelles sont les parts d'action des deux États-Unis? Autre chose. Oui. Le lithium, vous avez dit, et c'est clair, moi je suis énergéticien. Le lithium, c'est l'or blanc de la transition énergétique. Les Européens annoncent en 2035 que les véhicules seront tous électriques. Nous, en Afrique, on manque d'énergie, ne serait-ce que pour s'alimenter. Les énergies renouvelables qu'on vante partout, le premier pan et le ventre mou le plus fragile à l'intérieur, là, et le plus coûteux, ce sont les batteries. Alors, ma deuxième question, c'est de savoir que prévoir ces contrats en termes d'emploi et de valorisation des chaînes de valeur. Est-ce qu'on va se limiter à exporter le concentré de lithium? Mais les batteries qui vont alimenter nos villages, si on n'aime pas dans le cas des voitures, mais pour déployer l'énergie renouvelable dans nos villages, il nous faudra des batteries. Est-ce que les chaînes de valeur ont prévu la transformation de ces concentrés pour faire des batteries? Et toutes les chaînes de valeur qui vont autour pour pouvoir valoriser le lithium? C'est ça ma deuxième question. Et j'aimerais bien avoir ces informations peut-être de vous, peut-être du gouvernement malien, je ne sais pas, des responsables qui sont de l'autre côté au Mali. On veut le savoir, mais c'est important que nous, Africains, nous connaissions que chaque fois désormais, on s'entend à voir que le président a inauguré des grands chantiers, des grands travaux, et qu'on sache quelle est la part de gain de nos gouvernements, de nos populations dans ce qui est inauguré. C'est ce qui est le plus important à savoir aujourd'hui. Également, l'effort de vouloir désormais présenter dans nos contrats toutes les chaînes de valeur qui puissent en découler et qui sont en notre faveur. Je ne suis pas content qu'on puisse être 590 000 tonnes de concentré. Est-ce que c'est prévu qu'au niveau du Mali, on puisse ne serait-ce que faire des transformations, des chaînes de valeur pour produire des batteries au niveau local? Ça, c'est ma question. Je vous remercie bien pour tout ce que vous faites. Ça contribuera à élever l'Afrique. C'est déjà un pas pour le Mali, mais on veut davantage être édifié et ça pourra, peut-être dans 5 ans, être mieux fait pour d'autres projets d'envergure. Merci, je vous remercie. C'est donc que vous disons merci, Jean Hilaire. Je pense que ce sont des questions légitimes que tout le monde pourrait éventuellement se poser compte tenu justement de, je vais dire quoi, compte tenu de l'histoire justement de nos nations quand on s'engage dans ce type de partenariat. Mais vous le savez mieux que nous qui sommes ici, il y a certains détails généralement de ces contrats qu'on ne divulgue pas. Pour la petite information, il faut le dire, le code minier malien a été revu en profondeur en 2023. Certaines dispositions précises ont clairement été revues. On a parlé des points clés du nouveau code minier sur l'augmentation de la participation de l'État, la hausse des redevances, la loi sur le contenu local, la loi qui vise justement à renforcer la part de la valeur ajoutée nationale, le développement des compétences locales et l'utilisation des ressources humaines et matérielles maliennes. Un point, il faut le dire, qui généralement était source de discorde, la protection de l'environnement. On a vu le cas d'Orano du côté du Niger où l'entreprise, ou du moins le groupe français, se foutait clairement des retombées au niveau environnemental, l'amélioration du cadastre minier, le cadre des contrats et des accords. Le code met en place un cadre plus précis pour les conventions d'établissement, type pour les différents types d'activités minières. Donc, c'est sur la base justement de tous ces points clés que ce partenariat tripartite a été établi et soyez rassurés. Croyez-moi, on n'a peut-être pas forcément tous les détails de ce partenariat, mais une chose est sûre et certaine, les autorités actuelles ne peuvent pas s'engager sur un partenariat qui ne serait en rien bénéfique, voire profitable au peuple malien, encore moins à l'État du Mali. Monsieur Peter, vous êtes avec nous au Standard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Nguéné. Bonsoir à vos invités. Je suis très heureux que vous ayez abordé un tel sujet. Je vais être très bref, mais assez concis sur certains points. Vous savez, Monsieur Nguéné, l'impérialisme, selon Monsieur Larry Johnson, un ancien officier de la CIA, qui aujourd'hui est devenu un chroniqueur, il a dit, l'impérialisme, c'est
une doctrine qui consiste à pouvoir s'impiétrier dans des territoires occupés et de rendre son peuple à l'aise, c'est-à-dire pour le bien-être de son peuple. Quand la France a occupé le Sahel, quand elle a occupé l'Algérie 150 ans derrière, quand elle a fait ses essais nucléaires, elle n'a pas tenu compte de l'état de santé des Algériens. Elle aurait pu essayer cette bombe atomique chez elle. Elle ne l'a pas fait. Elle l'a fait en Afrique. Elle a conquis ces territoires sahéliens, mais jamais un seul instant, elle avait pensé au bien-être des Maliens. Aujourd'hui, nous avons cette révolution qui a permis à M. Assimi, à M. Ibrahim Traoré, à M. Tchani de mettre au profit toutes les ressources de leur pays. Et pour le cas du Mali, la création de cette usine de lithium, c'est un signal fort qu'on montre à l'ensemble des Africains qui étaient encore hésitants, de la peur au ventre de l'impérialisme, qu'il soit anglais ou anglo-saxon. Aujourd'hui, nous avons ce modèle de développement africain et nous tirons le chapeau au général Assimi Goïta pour ce qu'il est en train de créer au Mali. Parce que je vous assure, on m'a fait entendre qu'un bon nombre d'étudiants sont allés en Russie, en Chine, pour aller étudier ces technologies. Et demain, nous allons pouvoir être fiers d'eux, de savoir qu'on puisse fabriquer des batteries lithium pour alimenter les centrales solaires. Et ça, c'est quelque chose à saluer. C'est un exemple à suivre. Il faut que nous comprenions que l'impérialisme qui a été implémenté en Afrique par ces Occidentaux lors de la conférence de Berlin, c'était de trouver un fourneau et un grenier avec lequel ils pouvaient alimenter leur industrie. Désormais, ce sont eux qui vont venir chercher chez nous ce qui est nécessaire pour leur bien-être, parce que c'est nous qui allons dicter notre loi. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Et c'est quelque chose à saluer. Et en plus, il faut que l'ensemble des autres pays africains qui détiennent des ressources vitales pour l'industrie internationale puissent prendre le modèle que M. Assimi Goïta a fait, afin que ce ne soit plus de l'exploitation simple, mais que ce soit un véritable partenariat d'égal à égal, où c'est nous qui allons dicter désormais notre conduite. Je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bye. Très bonne soirée également à vous, M. Peter. Nous allons prendre deux derniers appelants avant de revenir conclure l'émission autour justement des invités de la soirée. Je pense qu'on a Serge également qui est calé depuis la France. Bonsoir à vous, Serge. Bonsoir Serge, bienvenue, vous êtes en direct, vous êtes sur For You Media Africa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Nguéné, bonsoir à mes amis du chat, As qui est là, il y a Divinité qui est là, il y a Sophie, Mamou, Francisco W et j'ai oublié l'autre, mais bon, il me pardonnera. Bonsoir à Monsieur Parfait, bonsoir à Monsieur Fanga. Je vais commencer par Monsieur Fanga. Monsieur Fanga, on ne peut pas demander la rupture et avoir une chemise de l'impérialiste avec le logo Louis Vuitton, le nom Louis Vuitton en direct comme ça à la télé. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas nous faire des discours et avoir ce type de vêtements et d'accoutrements. C'est pas possible. Je dirais même, il n'y a pas que vous, Monsieur Fanga. Il y a Monsieur Atangana aussi, que je vois tous les jours, avec son B que je vois, je dirais pas le mot, le nom, et voilà, donc je voulais commencer par là. Monsieur Parfait, je suis entièrement d'accord avec vous. Aujourd'hui, je suis à 1000% d'accord avec vous. Souvent, je suis pas d'accord avec vous, mais là, vous dites la vérité. Je vous écoute depuis un très long moment. Ça faisait un bout de temps que je suis pas passé à l'antenne parce que je voulais avoir tous les tenants et aboutissants avant de faire un discours. Et je vois qu'il y a que Monsieur Parfait qui est resté droit dans ses bottes et sur sa ligne. Donc, je dirais oui, il y a des présidents et 40 ans qui sont là, qui sont pas en guerre et qui n'ont rien fait à leur pays, pour leur pays. Et là, on voit l'AES qui sont en guerre, mais une vraie guerre. Et on voit tout ce qu'ils font.
Donc, avoir des discours tordus pour, on va dire, décrédibiliser les autres présidents et puis garder son président en disant, en lui trouvant tous les superfuges pour dire qu'il a quand même fait quelque chose de bien, je trouve ça malhonnête de certains de vos panélistes qu'on écoute tous les jours. Comme dit Monsieur Parfait, on vous écoute et on vous regarde. Et c'est pas correct quand on entend des panafricains nous sortir de telles sottises en direct et qu'on est obligé de gober tout ça. Est-ce que vous nous recevez, Serge? Serge, vous avez le droit d'avoir un avis contraire à celui des invités, mais vous n'avez pas, on va dire, le droit d'utiliser de tels qualificatifs. Ça fait longtemps on est tous courtois c'est pour ça. Dans l'échange. Certains peuvent avoir des avis contraires, mais bien évidemment, vous exposez vos arguments, vous donnez votre point de vue. Allez-y, Serge, nous vous écoutons. Oui. Non, mais parce que... pourquoi je dis ça? Parce que... Non, même parce que vous avez utilisé un mot fort que on ne saurait laisser passer. Même si ce n'est pas le sujet du Sénégal, on donne un avis sur le Sénégal. Donc, moi, je donne un avis sur les panafricains qui sont sur le plateau. Et je défends aussi des opinions qui sont quelquefois vraies et quelquefois qui sont fausses pour moi. Voilà, même si c'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, oui, Assimi Goïta nous montre le chemin et l'AES nous montre le chemin et on devrait tous les soutenir et même soutenir certains pays qui ont du mal à emboîter le pas. Je dirais le Sénégal a du mal à emboîter le pas. Le Cameroun, je pensais, tout le monde a cru à un moment donné qu'on allait emboîter le pas, mais on a vu ce qui s'est passé. Et c'est vraiment triste. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je vous remercie quand même de m'avoir pris, puisque ça faisait très longtemps que j'étais pas revenu sur l'antenne. Mais je suis de tout cœur avec vous et je continue à vous soutenir. Et puis, merci beaucoup, Monsieur Parfait, pour votre franchise et votre droiture. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, pour ne pas aller sur tout le sujet, mais c'était simplement... Merci à vous, Serge. Nous allons prendre le dernier appelant de la soirée avant de faire un tour de table rapide en 1 minute. Alors, Monsieur Ibrahim, vous êtes également avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, Monsieur Nguéné. Bonsoir à ADP et bonsoir au Patrias Parfendom. Alors, comme disaient vos panélistes, surtout le doyen. En Guinée, il n'y a pas, je vais commencer par la Guinée, c'est mon pays, mais ce qu'il disait, c'est la vérité. Il n'y a pas une élection en Guinée. Monsieur Guinée, quand vous voyez la situation de la Guinée, pour ceux qui connaissent un peu la Guinée, on était, je peux dire, on n'était pas totalement content de l'arrivée de Doumbouya parce que tout le monde connaît, il n'y a pas un Guinéen qui ne connaît pas Doumbouya. Nous connaissons comment il est venu. Doumbouya est venu en Guinée en tant que caporal-chef, quand étant légionnaire, mais il est venu en 2018 étant caporal-chef. On lui a bombardé directement colonel. C'est Alpha Condé qui a fait ça. Alpha Condé est tombé dans son propre piège parce qu'il n'y avait personne qui pouvait faire un coup d'État contre Alpha Condé. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a donné le 3e mandat si ce n'est pas Doumbouya. Mais c'est à la fin, quand Alpha Condé a commencé à se tourner vers la Russie et de Turquie, on lui a balayé, on a envoyé Doumbouya. Tout le monde était dessus, mais son discours a attiré tout le monde. On pensait qu'il était panafricain, tout ça là. Mais en Guinée, même un coupeur de route, il n'y en a pas. Tu peux tout dire sur Alpha Condé, mais il a nettoyé l'armée, il a nettoyé les bandits, même les coupeurs de route, il n'y en a pas. Doumbouya devait travailler plus que toutes ces transitions. Mais regardez ces propagandes sur les réseaux sociaux quand on parle de Simandou là. Regardez, avec toutes ces propagandes, la Guinée a moins de 15%. Mais moins de 15% dans tout ça là que vous voyez. Donc il n'y a pas une élection. Comme disait le doyen tout de suite, tous
les opposants qui devaient conquérir avec lui, que ce soit jeunes ou quoi, il les a tous éliminés. Les sociétés civiles qui se lèvent, il y a même des rumeurs qui sortent, d'autres disent qu'ils sont passés, Paul Kagame est son idole, d'autres disent qu'ils sont emprisonnés là-bas. Même si tu parles, on te fait disparaître, sans même, il y a des gens qu'on ne connaît même pas jusqu'à présent, des journalistes ou quoi, on ne connaît même pas jusqu'à aujourd'hui où ils sont. Donc, il y a tellement de choses en Guinée. Regardez tout ce qui est derrière lui. C'est un semblant d'élection, comme disait le doyen. Donc, regardez le Mali, M. Guinée. Ce qui se passe en Guinée, nous, on a envie d'avoir des gens comme ça. Regardez ce qui se passe au Mali. Malgré tout ce qui se passe, dans 2 semaines, j'ai fait 2 semaines ces derniers jours au Mali. Mais M. Guinée, regardez ce qui se passe. Malgré toute la guerre qu'ils ont, mais ils avancent. Mais en Guinée même, il n'y a pas de coupure de route. Regardez ce qui se passe. Donc, M. Guinée, on est vraiment triste. Hein. Ce que le doyen dit, on ne peut pas en ajouter plus. Donc, je vous laisse. Merci et bonne soirée. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est nous que vous disons merci, M. Ibrahim, bien que certains considèrent le projet Simandou comme étant aujourd'hui un projet réaliste. Après 18,5 milliards d'euros d'investissement, la construction de plus de 650 km de voies ferrées et d'un port, les autorités guinéennes entendent donc extraire à terme 60 millions de tonnes de minerais par an de ces gisements découverts il y a des décennies. Le projet sur lequel le président Mamadi Doumbouya est clairement aujourd'hui engagé. Alors, messieurs, un dernier tour de table. Je vois Patient Parfait d'Homme réagir, secouer la tête, je ne sais pas trop. On ne va pas revenir sur la Guinée. Juste un mot de fin, en 1 minute. André Kistel Fanga. Mais écoutez, je pense qu'aujourd'hui, nous voyons les vrais patriotes africains travailler et je pense que nous devons davantage les encourager et travailler avec eux main dans la main. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que les projets africains sont nombreux, mais il faut des hommes et des femmes capables de taper la main sur la table pour chercher des partenaires fiables pour justement l'exploitation de ces différentes ressources-là pour que nous puissions développer nos États. Sinon, nous serons perdus. Voilà, Patient Parfait d'Homme. Bon, il ne faut pas que les gens pensent que nous avons baissé les bras. Nous allons continuer le combat jusqu'à libérer notre continent et nous réapproprier de notre souveraineté face aux forces impérialistes et aux forces endogènes. Le colonna ne vaincra pas, n'arrivera pas à dominer notre continent parce que la tendance lourde d'aujourd'hui voudrait que ce qui se passe au niveau de l'AES sème sur l'ensemble de notre continent. Et je peux vous le dire, la jeunesse africaine est décidée. Ce n'est qu'un moment, n'est-ce pas, de 2 pas en arrière, nous allons reprendre notre marche en avant. Merci à vous, Patient Parfait d'Homme. Merci également à nos nombreux invités, sans toutefois oublier Sylvain Debogou, qui réagissait également avec nous ce soir depuis Londres. Quelques petits soucis de liaison avec vous ne nous ont pas permis d'aller au bout de cette émission. Sylvain, je ne sais pas si vous nous recevez. Sylvain, vous direz néanmoins un mot avant la fin de l'émission. J'espère que vous me recevez. Pour moi, la Guinée, je l'ai dit, la Guinée Doumbouya sera élu pour aider Alassane Dramane Ouattara dans sa sale besogne dans la sous-région et contre toute l'Afrique. Donc Doumbouya, il vient simplement pour écarter tout le monde et s'installer au trône et il sera là pendant longtemps. Il a d'abord, s'il veut être panafricain, comme on le dit, s'il veut être nationaliste, qu'il se débarrasse de sa nationalité française. Je vous remercie et merci encore au président Goïta qui fait vraiment du bon travail. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Sylvain Debogou. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs, à la magnifique équipe technique qui assure la réalisation de cette émission du Point sur l'actualité, comme d'ailleurs toutes les autres organisées sur votre média panafricain. On se donne rendez-vous demain mercredi. Si vous n'avez pas pu réagir ce soir au standard, soyez tranquille. Demain, c'est la journée que vous êtes entièrement consacrée, communément dénommée le mercredi des téléspectateurs. Portez-vous bien.